Bon, bonjour tout le monde, je vais partager mon écran, ça va être plus simple. Alors, bonjour, en fait, merci de m'avoir invité. C'est toujours le fun de travailler avec les collègues et c'est le fun de pouvoir voyager virtuellement. En fait, je suis André Lavoie. En fait, Nick l'a dit, là, j'ai plusieurs chapeaux. Là, je ne les passerai pas toutes. En fait, je suis directeur du Centre de gestion des déplacements pour la Mauricie Centre du Québec. Mais je suis aussi président de l'Association des transports collectifs ruraux du Québec. Donc, je représente les corporations de transport auprès du gouvernement là, pour les politiques qui sont mises en place et je travaille aussi sur la politique de mobilité durable. Et je suis vice-président de l'Association des centres de gestion de déplacement aussi. En fait, ça fait très longtemps que je travaille en développement durable, mais j'ai une spécialité en mobilité durable depuis plus d'une dizaine d'années. On va commencer, on m'a demandé de présenter un peu c'est quoi les enjeux en région. Moi, je n'aime pas parler juste des enjeux, j'aime ça parler de solutions dans la vie. Tu sais, si on parle juste des problèmes, on trouve ça pénible. Puis je vais commencer à défaire tout de suite un mythe. Là. On dit tout le temps que les enjeux en mobilité sont différents en région que dans les zones métropolitaines. En réalité, ce n'est pas vrai. Tu sais, les gens ont besoin de se déplacer pour aller à l'épicerie, pour aller à leur travail, ils ont besoin de se déplacer pour leurs loisirs. La différence qu'il y a entre les zones métropolitaines puis les régions, c'est les moyens et les ressources qui sont absolument très différents. Les enjeux sont les mêmes. Il faut se déplacer. Puis quelqu'un qui ne peut pas se déplacer pour ses besoins de base, etc., assurément qu'on peut considérer que c'est quelqu'un qui a un lourd handicap, malheureusement, dans notre société. Quelques constats qu'on peut remarquer dans les régions. En premier lieu, il y a une personne sur trois qui demeure à l'extérieur des régions métropolitaines. Puis malheureusement, souvent, les politiques publiques sont faites en fonction des régions métropolitaines. Mais ça fait quand même une personne sur trois, c'est quand même beaucoup de monde, puis qui vivent sur un territoire qui est 35 fois plus vaste que le territoire qui est considéré métropolitain au Québec. C'est que cette personne sur trois-là vit sur 563 000 km² versus un peu plus de 15 000 km² pour les régions métropolitaines. C'est qu'on comprendra qu'il y a des densités de population qui sont relativement faibles. On a des grandes distances à parcourir pour avoir accès à certains services essentiels. Avant ça, il y avait des points de service un peu partout, mais avec la centralisation des services publics, on a souvent à faire des grandes distances pour pouvoir avoir accès, entre autres, aux services de santé. Puis en région, on remarque un manque de ressources, à la fois des ressources financières et une expertise, un manque d'expertise peut-être en mobilité. Tu sais, souvent, dans les MRC, les personnes qui s'occupent du transport, de la mobilité, vont avoir le mandat aussi de s'occuper de l'environnement puis de 2-3 autres mandats, ce qui fait que l'expertise est moins présente. Juste pour vous donner, j'aime toujours ça donner comme exemple des échelles différentes là, pour la Société de transport de Montréal. Tu sais, quand je parle de ressources financières, vous savez, ils ont un réseau qui est énorme. La Société de transport de Montréal a un budget de 1,5 milliard annuellement en opération et 1,5 milliard annuellement en infrastructure, ce qui fait qu'ils ont un budget de 3 milliards. Je vous invite à regarder le budget de votre MRC. Vous allez comprendre pourquoi il y a beaucoup plus d'autobus qui se promènent à Montréal qu'il peut en avoir dans les régions. D'autres constats en vrac un peu, bien sûr, ça, dans toutes les régions, on le remarque, un vieillissement de la population. C'est général au Québec. On a une baisse ou un maintien des populations dans la plupart des régions du Québec. Dans la vôtre, j'ai vu que c'était quand même une légère baisse, dépendant là, des villes et villages. On a une crise de la main-d'œuvre. Puis, étant donné qu'aujourd'hui, on parle surtout au niveau entreprise, c'est certain que ça vous affecte, et principalement celles qui sont en région. En région, on a une gouvernance en transport qui est marquée par un très, très grand nombre d'intervenants. C'est complexe. Le transport, ce n'est pas juste de responsabilité publique. Il y a la compétence, c'est public, mais il y a des industries privées qui agissent là-dedans. On l'a vu avec la crise avec l'interurbain. On a une centralisation des services publics, je n'ai parlé tantôt. Puis, une des choses qu'on remarque, ça, c'est dans le très positif, c'est qu'il y a une augmentation qui est marquée de l'utilisation du transport collectif régional. En fait, en 2007, on avait 234 000 déplacements seulement. Annuellement qu'on enregistrait dans le transport collectif régional. On est rendu à 1,6 million pratiquement en 2018. C'est les dernières données fiables qu'on a reçues du MTQ. On parle vraiment là, de quasiment 8 ou 9 fois plus de déplacements là, en environ 15 ans.
Avant d'aller plus loin, si on voulait parler de mobilité durable, je vais prendre le temps de définir un peu c'est quoi. Dans le fond, la mobilité durable, c'est l'application des composantes du développement durable au transport. Dans le fond, au niveau économique, il faut que ça soit efficace et que ça favorise le dynamisme économique, puis qu'on favorise aussi les corridors de commerce. Au niveau social, il faut que ce soit accessible, équitable, sécuritaire et compatible avec la santé. Au niveau environnemental, c'est de limiter la consommation d'espace, limiter la consommation de ressources, s'intégrer au milieu et réduire, bien sûr, les fameux GES. Là, des fois, on se mêle dans tout ça, là, la mobilité versus le transport. On parle de transport durable, on parle de mobilité durable. Il y a aussi une vraie différence, mais en réalité, la mobilité, c'est tout ce qui entoure les déplacements. C'est vrai que là, quand on parle de mobilité durable, on va parler, comme Annick en parlait tantôt, là, on va parler des aménagements, on va parler des différents services. Alors que le transport, c'est le moyen pour se déplacer. C'est qu'on va utiliser l'autobus pour se déplacer, on va utiliser nos pattes pour se déplacer, on va utiliser un vélo pour se déplacer. C'est que ça, on parle de transport, mais la mobilité, c'est tout ce qui entoure ces moyens de transport-là aussi. C'est que le transport durable est intégré dans la mobilité durable, mais n'est pas que le transport, la mobilité durable. C'est que c'est transversal, comme je disais, c'est nécessaire on en a besoin pratiquement tous les jours, même si maintenant, avec le télétravail, on peut se dire qu'on se déplace beaucoup moins. C'est que j'arrive aux enjeux, puis les moyens de faire face en tant qu'entreprise. C'est qu'effectivement, comme disait Annick, il y a moyen quand même s'il y a des enjeux qui semblent être politiques, il y a moyen pour chacun de vous autres de faire face ou de trouver des solutions pour amenuiser ces enjeux-là. Le premier, c'est l'aménagement du territoire. Là, vous allez dire, mais ce n'est pas de notre compétence, c'est compétence des MRC, l'aménagement du territoire, compétence des municipales puis compétence provinciales. Mais en réalité, on est capable de créer un arrimage entre le transport et l'aménagement. On ne peut pas dissocier l'aménagement du transport parce que c'est interrelié. Et la chose principale que les entreprises peuvent faire, c'est s'installer au bon endroit. Tu sais, je ne nommerai pas mon client, mais un client qu'on a accompagné se disait qu'il avait de la difficulté à avoir des employés, mais il était à un endroit où l'autobus ne passait pas. De se rendre là en vélo ou bien de se rendre là à pied, il fallait que tu sois un cascadeur. C'est que à quelque part, si tu t'installes en un endroit où les gens la seule façon pour se rendre, c'est l'automobile, on ne facilite pas l'accessibilité de la chose. Comme entreprise, là, une des décisions les plus importantes que vous allez avoir à prendre dans votre vie, c'est savoir aussi que vous allez vous installer. C'est que ça, d'ailleurs, si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, il y a l'organisme Vivre en Ville qui ont fait beaucoup de publications. Ça vaut la peine d'aller voir ce qu'ils ont fait. C'est simple, c'est à comprendre, puis déjà, ça va vous aider à prendre des bonnes décisions. Après ça, vous pouvez créer des aménagements qui diminuent les distances à parcourir. La mixité des usages, ça veut dire de s'assurer, de ne pas juste faire une zone commerciale, mais d'alterner le commercial, le résidentiel, etc. Et favoriser, bien sûr, la densification versus l'étalement. Si vous installez une entreprise en plein milieu d'un parc industriel, c'est certain que vous allez avoir plus de difficultés à recruter des étudiants qui ont de moins en moins d'automobiles présents. Par rapport au transport de personnes, il faut favoriser l'usage des autres modes de transport. Annick en a parlé, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a les autobus, oui, il y a le vélo. Autant que l'aménagement, se construire, s'installer au bon endroit, c'est primordial. Le bon mode au bon endroit aussi est primordial. Dans les choses que vous pouvez faire, l'implantation de navettes pour travailleurs, ça peut compenser pour beaucoup de choses. Il y a des compagnies, d'ailleurs, qui vont en avoir des témoignages tout à l'heure, là. Mais dans mon coin de pays, il y a Olimel qui est installé dans un petit village, un village là, de 4000 habitants à même pas 4000 habitants. L'usine emploie 1000 travailleurs. Vous comprenez qu'il ne peut pas tous les recruter à l'intérieur du village. Ils vont chercher du monde jusqu'à Montréal, en fait, avec des navettes de travailleurs. Ça les a aidés à recruter plus de 100 travailleurs qui utilisent le transport par navette à chaque jour. Calculer ça comme vous voulez, là, c'est quand même assez impressionnant. Dans les choses qui peuvent être faites, on peut offrir des titres de transport aux employés, on peut favoriser le covoiturage, aussi avoir des ateliers là-dessus. On peut améliorer les infrastructures qui sont liées aussi au transport actif, la marche, le vélo. J'avais un autre de mes clients qui faisait une grosse campagne, il voulait que le monde commence à utiliser le vélo. Puis ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de rack à bicycle, en bon français. C'est que pas de rack à bicycle, il faut
tu sois capable de stationner ton vélo à l'autre bout. D'ailleurs, le Vélec que vous voyez sur l'écran, c'est un vélo québécois, mais ce qui est intéressant, c'est qu'avant ça, les vélos électriques, il y avait une grosse batterie de montée dessus. De plus en plus, c'est intégré dans les cadres. C'est qu'on ne voit même plus que c'est un vélo électrique là, maintenant pour se déplacer. Le transport de marchandises, là, ça, il faut essayer d'améliorer la chaîne logistique, donc de diminuer les déplacements entre les différentes fonctions. Puis, bien sûr, la chose que vous pouvez faire, c'est favoriser des modes de transport sobre en carbone pour la livraison locale. Ça, vous voyez, c'est des vélos cargo à assistance électrique. Même Puro en ont fait, là, Puro Later. Ça devient de plus en plus à la mode. C'est sûr que ça, c'est dans les zones urbaines. Là. Tu ne fais pas ça entre deux villages, on se comprend. Mais dans les zones urbaines, pour le dernier kilomètre, là, pour ce qu'on appelle le micro-transit, là, ça peut être des solutions qui sont vraiment intéressantes parce que finalement, le temps de déplacement en vélo cargo comme ça, c'est le même qu'en automobile généralement. Puis bien sûr, on a favorisé l'intermodalité, c'est-à-dire de s'assurer que de l'interconnexion entre les modes de transport. Entre autres, au Bas-Saint-Laurent, où vous avez la chance d'avoir le fleuve. Et donc, il pourrait y avoir peut-être une partie des marchandises qui pourrait être transbordée de façon fluviale. Au niveau de la sécurité, c'est contribuer à la sécurité et au sentiment de sécurité, on pourrait dire où, lié au déplacement. Dans le fond, la sécurité des déplacements, bien, on le dit, c'est une sécurité physique. Mais le sentiment de sécurité, des fois, il peut y avoir une absence de sentiment de sécurité alors que c'est sécuritaire et vice-versa. On peut penser que c'est sécuritaire, mais finalement, ça ne l'est pas du tout. Les deux sont aussi importants parce que le sentiment que la personne va avoir va devenir sa réalité à lui. C'est quand même important de travailler au sentiment de sécurité et Annick l'a bien dit, la meilleure chose pour aider la sécurité dans les déplacements, que ce soit en transport actif, etc., pour les entreprises, c'est de mettre un système de retour garanti. Si on a des statistiques, on en a déjà donné plusieurs, mais généralement, quand tu instaures ça, en très peu de temps, tu doubles ton nombre de personnes qui covoiturent, qui vont utiliser le transport collectif, qui vont utiliser le transport actif. C'est une mesure qui ne coûte presque rien, qui sécurise les gens. Ça, on peut mettre des bornes. Là, ça, on voit ça sur l'image. En fait, c'est des bornes de réparation qui peuvent être à côté des râteliers vélo là, pour éviter si la personne fait un flat ou bien elle va faire des petites maintenances sur son vélo, elle peut le faire sur place. On peut faire aussi des aménagements pour le transport collectif ou actif, dans le sens que, en réalité, d'installer un abribus pour attendre le bus où vous avez votre entreprise, ça peut être intéressant parce qu'attendre l'autobus à la pluie battante, c'est jamais le fun pour personne. Par rapport aux innovations, bien, profiter des innovations pour diminuer l'empreinte écologique liée au transport. On voit, regarde, c'est des bornes électriques, ça c'est intéressant, mais qui sont rechargées elles-mêmes par des panneaux solaires. Le solaire, avant ça, c'était absolument pas achetable. Ça le devient de plus en plus. Ça peut être des solutions qui sont vraiment intéressantes. Bien sûr, on parle d'électrification des transports. On peut acquérir des technologies ou des véhicules qui sont moins polluants, autant au niveau des procédés qu'au niveau vraiment des véhicules pour les déplacements ou même pour les livraisons. Quand je dis moins polluant, oui, on peut penser à l'électrification. De toute façon, il va y avoir une obligation. En fait, il n'y aura plus de véhicules à essence qui vont être vendus à partir de 2030. C'est déjà de commencer à faire le tournant vers l'électrification est loin d'être folle. Je ne veux pas embarquer dans tous les détails de véhicules à gaz naturel, au propane, etc. C'est assez complexe, là, puis on n'aura pas le temps de ça, mais l'électrification est quand même une valeur sûre, puis qui devient de plus en plus aussi comment je dirais ça, performante. Là. Avant ça, pour les longues distances, c'est impossible, ça devient de moins en moins vrai. Et bon, comme je vous ai dit, l'électrification, les autres alternatives au pétrole. Par rapport au financement, c'est une photo d'un des parcs industriels dans votre coin, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup d'espace qui est dédié à des stationnements. Hein. C'est repenser la gestion financière liée au déplacement, entre autres. Revoir les politiques de stationnement. On parlait tout à l'heure un peu de parking cash-out, etc. En fait, le monde ne se rend pas compte à quel point ça coûte cher un stationnement. Ça, d'habitude, je pose la question. Là, vu qu'on est en vidéo, c'est plus dur de voir qui est prêt à répondre, à lever la main, puis etc. Mais on va faire semblant que vous l'avez eu. C'est quoi le coût d'un stationnement? Un stationnement à ciel ouvert, c'est entre 2 500$ et 7 500$ par espace de stationnement.
Si c'est dans un stationnement étagé, c'est entre 15 000 et 35 000 pièces par espace. Puis stationnement souterrain, entre 35 000 et 50 000 pièces quand même par espace. L'entretien de stationnement, ça va varier. Ça, c'est peut-être que ça vous coûte un peu moins cher à certains endroits, mais généralement, ça varie entre 250 et 650 $ par année. Le facteur le plus important, c'est de savoir si vous avez à sortir la neige ou non. Au Québec, des fois, on n'a pas le choix de sortir la neige. C'est ce qui monte beaucoup les frais d'entretien. On a quand même à refaire le lignage, on a quand même à déneiger, on a quand même à faire toute cette gestion-là. C'est que, dans le fond, il y a un coût qui est très élevé. Quand vous offrez le stationnement gratuitement, dans le fond, à du monde qui utilise des véhicules automobiles, bien, vous les subventionnez. Hein? Vous les subventionnez entre 250 $ et 650 $ par année, puis vous les subventionnez entre, c'est des stationnements extérieurs, entre 2500 $ et 7500 $ à la base. C'est que faut l'avoir en tête dans le coût réel de tout ça, puis je vous invite à le calculer, vous allez voir que c'est assez impressionnant d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a des places de plus en plus qui mettent les stationnements comme des avantages imposables. Puis il y a des endroits aussi où ils commencent à charger le coût du stationnement, au moins pour payer les frais d'entretien. Il y a un autre moyen aussi, c'est de mettre les flottes en autopartage, c'est-à-dire que des fois, on a des flottes de véhicules, notre entreprise et les automobiles dorment le soir, c'est qu'il y a de plus en plus de places qui permettent aux employés de louer l'automobile le soir ou la fin de semaine pour leur usage personnel. C'est un moyen de capitaliser des actifs que vous avez déjà. Sensibilisation, c'est de changer des comportements. C'est que ce qui fait que comment on peut le faire? Ben oui, des campagnes de sensibilisation, mais tout le monde fait partie du problème et de la solution. J'aime toujours cette caricature-là, où ce que tout le monde se dit, hey, si l'autre gars à côté avait pris l'autobus, je ne serais pas pogné dans un bouchon. Je sais qu'au Bas-Saint-Laurent, les bouchons d'autoroute sont pas, ou de route ne sont pas aussi gros que ça. Faites-vous-en pas, en Mauricie, nous autres non plus. Là. Mais ceci dit, on contribue à la fois au problème et à la solution. Changer l'image négative donnée au transport collectif, mettre de l'avant les avantages du transport actif, plus de productivité, etc. Et montrer l'exemple. Et ça, c'est la chose la plus importante que vous pouvez faire. Si vous voulez faire un changement de comportement parmi vos employés, il faut commencer par la direction. La haute direction, il faut qu'elle adhère à tout ça, qu'elle donne l'exemple aux gens pour montrer que c'est faisable et qu'il y a moyen de le faire sans que ce soit un calvaire à chaque jour. En bref, mobilité durable, ce n'est pas rien qu'une mode environnementale. Hein? Nick en a parlé un peu. C'est un ensemble de moyens pour améliorer les aspects qui soient économiques, sociaux et environnementaux de votre région. Donc, c'est des solutions qui sont durables, donc qui devraient perdurer dans le temps, qui vont vous permettre à la fois d'économiser de l'argent, d'améliorer les conditions de travail de vos employés, puis d'aider à la sauvegarde de l'environnement. C'est que maintenant, c'est à vous autres d'y contribuer. Puis je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, André. Merci pour ta présentation. Ça fait une couple de fois que j'assiste à des événements où tu présentes, puis à chaque fois, j'apprends quelque chose, donc je suis bien heureuse. On aurait un petit 5 minutes de questions pour André, si jamais vous en avez. Vous pouvez lever la main avec l'option qui est disponible là, justement dans l'onglet Réaction. Sinon, vous pouvez tout simplement là, réactiver votre micro pour poser votre question là, si jamais vous en aviez une. Donc, je fais le tour juste pour voir s'il y a des mains levées. N'hésitez pas à prendre la parole. Sinon, j'en aurais peut-être une. Oh, Évariste, justement, je vais te laisser poser ta question en premier, Évariste, et j'enchaînerai après si on a le temps. Oui, bonjour, M. Lavoie. Au niveau des coûts de stationnement que vous présentiez, est-ce que c'est juste les coûts directs? Est-ce qu'il y a éventuellement des coûts indirects aussi qui seraient à considérer? Parce qu'un espace de stationnement, ça peut être des revenus pour une ville, de taxes et autres. Donc, c'était... En fait, les coûts entre 2500 et 7500, mettons qu'on y va avec des stationnements ouverts, c'est plus dans le coût de construction. Mais oui, il y a des coûts un peu indirects parce qu'il y a de l'éclairage à mettre et ces choses-là, mais c'est inclus dans le coût total. C'est que dans le fond, mettons qu'on dirait qu'on voudrait faire un 100 places de stationnement, mais ça coûterait entre 25 000 et 75 000 $ incluant les lampadaires puis toutes les choses alentour. Le coût de 250 à 650 $ annuellement, c'est vraiment plus pour l'entretien. Un des coûts qui est hyper difficile
à couper du reste, c'est justement les coûts d'électricité. Hein. Des lampadaires, ça coûte cher à opérer, puis généralement, c'est dans un système qui est central. C'est que ça, on a de la difficulté à le calculer. Mais généralement, ça calcule une partie des coûts indirects. Des fois aussi, il y a des personnes qui sont attitrées à la gestion du stationnement dans les grosses business où il y a des vignettes, ces choses-là. On a quelqu'un là-dessus. C'est que c'est le salaire de la personne, le pourcentage de tâches est séparé pour l'ensemble. On essaie d'en prendre le plus possible, mais des fois, il y en a qui nous échappent assurément. Merci beaucoup. Plaisir. Merci pour ta question, Évariste. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui veulent se prononcer sur la présentation d'André? Sinon, j'en aurais une pour toi, André. Il y a Mme de Relais qui avait levé la main. Oui, je je vais laisser évidemment ma place. En fait, je cherche la petite main à lever, puis je ne la trouve pas. Là. Je ne suis pas familière avec la plateforme Zoom, excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Dans le fond, là, ce que je me demandais, c'est toute la question au niveau des avantages imposables quand il y a une navette qui est mise à la disposition des employés. Ça, c'est un sujet qui est complexe, qui pourrait faire partie d'une présentation complète, là, parce qu'il y a des avantages à certains paliers de gouvernement sur l'achat de titres de transport versus ce qui est payé. Après ça, il y a l'avantage pour les entreprises, si le déplacement, si la navette est à l'interne, ça devient une dépense. Même là, si c'est offert, ça devient une dépense. C'est que pour l'entreprise, il peut avoir un gain. Pour l'employé, est-ce qu'il y en a un? C'est que je ne pourrais pas répondre brièvement à ça. Il faudrait prendre le temps vraiment de regarder la situation puis tout ce qui peut concerner ça. Mais pour le vrai, là, c'est une question qui demande une présentation en tant que telle. Oui, mais en fait, je me demandais, est-ce que vous faites des représentations auprès du gouvernement sur ces questions-là? Parce que je sais qu'à un moment donné, nous, on a regardé plein d'options, là, justement, la navette, l'autobus avec des arrêts fixes, le covoiturage. Puis dans chacune des situations, on a été confrontés à ça. Quand on essayait de mettre en place des incitatifs, il fallait vraiment évaluer, mais ça va être quoi là, la part, justement, qui va être imposable? Reconnu comme étant imposable pour l'équipier de notre côté. Puis là, je sais qu'il y a des représentations ou des actions qui essaient de sensibiliser le gouvernement par rapport à ça. Je ne sais pas si vous en faites de votre côté. En fait, on essaye, c'est en fait la chose qu'on essaye de demander le plus là, comme représentation, c'est qu'il y ait une révision de la loi sur le transport au complet, puis qu'il y ait une révision, en fait, du fonctionnement de la Commission du transport du Québec. Je n'entrerai pas dans les détails, là, mais dès qu'on parle de covoiturage, taxi, autobus, là, c'est d'une complexité légale assez impressionnante. Puis je vous comprends là, d'être relativement, sans dire perdu, mais c'est confus. Là. Puis le pire, on est en famille, là, ça va être enregistré. Selon à qui on pose la question, on n'aura pas la même réponse non plus. C'est que c'est relativement complexe. Effectivement, il faut prendre le temps de le regarder comme il faut. Il faut aller voir des vrais experts là-dedans ça, là, pour avoir les bonnes réponses parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'improvise et qui improvise des réponses là-dedans. Là, des fois, d'aller voir des avocats pour démêler tout ça, ou des experts comptables qui connaissent la fiscalité, ça vaut la peine. Merci. Ça fait plaisir.